Merci de rester fidèle à FM Télévision. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est notre passion. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Manifestation des colères des étudiants de l'UPN contre la grève des enseignants. Ils ont été violemment visités par les éléments de la police. Hausse et instabilité du prix de transport en commun à Kinshasa. La situation est désastreuse. La population est asphyxiée. Et puis en sport, dossier Zaoma Toutala, le tout-puissant Mazembe a 15 jours pour rendre le trophée de la précédente édition de la Vodacom Ligue 1 avec club, ordre lui donné par la Linafoot. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, les étudiants de l'Université pédagogique nationale étaient dans la rue ce lundi pour manifester leur indignation contre la grève des professeurs. Une manifestation réprimée. Seulement, la catastrophe a été vécue sur le champ. Une descente musclée des éléments de la police jusqu'au site universitaire a été plus que violente. Suivez ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Au moment de cette marche, la première équipe de policiers s'était bien entretenue avec les étudiants, mais lors de la descente de la seconde équipe des policiers, la situation était catastrophique. Il y a eu des casses et de vols de machines portables, même les téléphones des étudiants, voire l'argent. Cet étudiant, par exemple, a été copieusement tabassé. Vous voyez vous-même, à l'état que je suis, ils m'ont pris, ils m'ont frappé. Et ils sont venus me laisser ici à l'hôpital à mes propres sorts. Je ne sais plus comment, par où commencer. Ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont été visés, il y a aussi eu d'autres personnes qui ont vécu cette situation. Le cas de ce monsieur qui est tombé dans leur filet. J'ai sorti, j'ai monté. Comme je ne connaissais absolument rien, j'ai vu que les désordres étaient provoqués par les étudiants. Et moi, je ne suis pas étudiant. Je ne devais pas avoir peur. J'étais libre, je marchais. Mais je regrette beaucoup comment cette troupe-là m'entoure pour me menacer en plein air. Et tout le monde était là. Je n'ai pas eu aucun secours d'une personne. Je suis un agent de l'État. Alors, le salaire, tout le salaire est parti. Je n'ai rien. Et ici, les soins, on me demande quelque chose. Je n'ai rien. Je ne sais pas comment je vais me retrouver. En somme, c'est depuis le 5 janvier, date marquant d'ailleurs la reprise des cours, que les professeurs ont décidé d'être absents des auditoires jusqu'à la satisfaction de leurs desiderata par le gouvernement. Plusieurs réunions bancs syndicales, le gouvernement, ont été tenues, mais jusque-là, toujours pas de résultats. Parlons à présent de la tragédie qui a surgi sur le fleuve Congo dans la commune de Maluku hier dimanche. Un feu s'est déclenché dans une baleinière qui avait à son bord 20 passagers avec du carburant. Mort d'hommes, blessures très graves et d'importants dégâts matériels sont signalés. Suivez ce reportage. L'incendie s'est déclaré hier dimanche au milieu du fleuve Congo, à la périphérie de Kinshasa, précisément à Maluku. La baleinière qui transportait en son bord quelques fûts de carburant et quelques passagers a pris feu. Le bilan provisoire fait état d'une personne périe et de nombreux blessés. Les sources officielles attendent des différents rapports des services spécialisés pour annoncer le bilan final. Le ministre provincial de l'Intérieur, Tengelito, est descendu sur place pour s'enquérir de la situation. D'après les courriers qui ont vécu l'événement sur place, l'incendie s'est déclaré vers 1 h du matin. Cet incident qui a bouleversé la population environnante était bien prévenu par le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbu, qui a interdit aux opérateurs pétroliers de ne plus transporter du carburant dans le fût ou bidon d'une province à une autre dans la zone ouest. À l'heure actuelle, quelques personnes brûlées jusqu'au 3e degré se trouvent internées dans un hôpital de la place pour des soins appropriés. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa a affirmé suivre ce dossier à la loupe pour que les victimes puissent bénéficier des soins appropriés. Direction l'est de la RDC, dans la chefferie de Watalinga, au territoire des Béni, dans la province du Nord Kivu, où une attaque des ADF a fait plus de 10 morts hier dimanche. Le président de la société civile ainsi que quelques autorités locales étaient tôt ce matin sur place pour constater les dégâts. La correspondance depuis Béni de notre confrère Aristote Atongia.
Les présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF ont signé une nouvelle incursion la nuit du dimanche 27 à ce lundi 28 février 2022 dans l'agglomération de Kikoura, située à plus ou moins 3 km de la chefferie de Watalinga, en territoire de Beni, en province du Nord Kivu. Outre ces dégâts, ces rebelles ADF ont pillé les biens de la population au prix d'autres personnes en otage et ont incendié quelques maisons d'habitation des civils avant de se replier, tel que nous a fait savoir Madame Zawadi Nganda Odeto, présidente de la société civile de Watalinga. Elle indique que les éléments de l'ordre sont déjà sur place depuis tôt le matin de ce lundi 28 février 2022 et que les fouilles ont été amorcées pour retrouver l'ennemi de la paix ainsi que d'autres corps de civils. Cependant, notre personne ressource s'insurge contre les attaques répétitives des rebelles ADF dans cette partie du pays, bien que les opérations conjointes FARDC-UPDF y sont menées depuis un certain moment et exigent au gouvernement à mener des offensives afin que la population de la chefferie de Watalinga vive sans être inquiétée. Il s'est signalé que la chefferie de Watalinga est devenue théâtre d'ombre des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF qui endeuillent les jours au lendemain la population de cette zone. J'interviens depuis la ville de Beni, Aristote Achongia Mohamed, pour Fondation Malou à Télévision Kinshasa. Quittons le Nord Kivu pour la province du Kasaï central où 52 détenus se sont évadés de la prison centrale d'Ilebo dans la soirée d'hier dimanche. Quelques autres évadés ont été rattrapés par les éléments de la police, affirme l'administrateur du territoire d'Ilebo. Depuis la province du Kasaï, la correspondance de Dairis Kindalo. Les effets d'évasion deviennent de plus en plus une monnaie courante dans toutes les prisons centrales de la province du Kasaï, dans la ville de Chikapa, également dans ces territoires. Le cas échéant, c'est l'évasion qui s'est produite dans la prison centrale d'Ilebo. Au total, 52 des 84 détenus de la prison centrale du territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï se sont évadés la soirée de ce dimanche 27 février 2022, laissant ainsi 32 détenus et autres locataires dans cette maison pénitentiaire. L'information a été donnée par votre média, par l'administrateur du territoire et confirmée de nouveau par le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï. Effectivement, il y a eu évasion massive ce soir vers 18h, heure locale. Les éléments de la police ont réussi à rattraper quelques évadés. Entre-temps, la sécurité de la prison est renforcée par d'autres éléments, a révélé l'administrateur du territoire, François Kaboula, qui promet plus de détails dans les heures qui suivent. Pour le ministre de l'Intérieur, la prison n'était pas fortement sécurisée. Les gardes qui sont là se sont volatilisés avec la population également familiarisée avec les prisonniers. Cependant qu'ils étaient distraits, que 52 des 84 prisonniers ont pris poudre de scampette et ils ont profité de l'inattention des gardiens, a-t-il précisé. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur, Alain Tissongo, confirme et précise que dans les rangs de ces prisonniers évadés, il y a également les condamnés ayant commis des infractions lourdes et des pénalités sévères. Voilà, c'était la correspondance de Diaris Kindalo depuis la province du Kasaï. On va reparler d'un sujet qui a été débattu au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier. Le chef de l'État a instruit au ministre de l'EPST et à son collègue de l'intégration régionale d'organiser les épreuves d'examen d'État pour près de 800 finalistes congolais se trouvant en Tanzanie. Esther Siamouni nous en parle en détail. Cette instruction de Sam Malukonde, premier du gouvernement, a été révélée par Patrick Mouyaya, la bouche autorisée du gouvernement, dans le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres. Elle intervient après la rencontre du Premier ministre avec son homologue tanzanien Kassim Majaliwa, venu en RDC représenter son président empêché au 10e sommet régional sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Kassim Majaliwa, Premier ministre de Tanzanie, a dit avoir tenu à rencontrer les chefs du gouvernement congolais pour discuter de la coopération entre les deux pays, surtout en ce qui concerne le commerce, car les deux pays ont beaucoup de richesses à échanger et cela nécessite la tenue prochaine de la commission mixte entre les hommes d'affaires de la Tanzanie et ceux de la RDC. Selon le Premier ministre Sam Malukonde, cette décision est prise pour permettre à ces jeunes compatriotes de passer cet examen crucial pour la suite de leur vie académique.
Relance de la diplomatie congolaise, les sujets à figurer à l'ordre du jour de la 12e conférence diplomatique présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en présence des chefs des missions diplomatiques étrangères accréditées à Kinshasa. C'était le week-end dernier. La suite en images. Redorer l'image de la République démocratique du Congo pour que le pays retrouve sa visibilité internationale et mettre fin à son isolement diplomatique, telles sont les grandes lignes de la vision exposée par le chef de l'État concernant la politique extérieure de la République démocratique du Congo. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, son pays est ouvert au monde sans exclusion. S'agissant de relations de la République démocratique du Congo avec le reste du continent, le président de la République a expliqué que les Africains sont condamnés à vivre ensemble, dont cela devrait favoriser des relations diplomatiques apaisées. Il s'est toutefois insurgé contre certains États de la sous-région qui tirent profit à créer du désordre entre les différents pays voisins. Dans ses objectifs, le président de la République démocratique du Congo compte mettre en place des relations de bon voisinage pour une diplomatie qui devra bâtir sur des normes des relations internationales. Cela dans le but de promouvoir la paix, la sécurité, la prise en compte des intérêts des populations ainsi que le partenariat mutuellement avantageux. La coopération entre les forces armées congolaises et ougandaises ont été également évoquées. Le président de la République a précisé que ces opérations menées conjointement contre les groupes armés dans l'est de la RDC visent à éradiquer le terrorisme dans la région. Le président de la République a en outre demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire participer les Congolais de la diaspora aux efforts du développement de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi a également profité de cette occasion pour lancer un message à la conscience de tous les Congolais se trouvant dans le pays ou à l'étranger de faire preuve de comportements dignes qui sauvegardent leur honneur et l'image de la République démocratique du Congo. Conflit russo-ukrainien au 5e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche de mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe. C'est en réaction contre des multiples sanctions de l'Union européenne contre son pays. Aristote Pelli nous en parle. J'ordonne au ministre de la Défense et du chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat, a annoncé le président russe lors d'un entretien avec ses chefs militaires. Vladimir Poutine a justifié cette décision par les déclarations belliqueuses de l'OTAN envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie pour son invasion à l'Ukraine. Après cette invasion, plusieurs sanctions ont été prises contre la Russie, notamment fragiliser les élites et les proches de Poutine. Dans ce sens, les banques de l'Union européenne auront interdiction d'accepter des dépôts des citoyens russes de plus de 5 000 €. Une autre sanction, c'est d'interdire de nouvelles dettes. Là, l'Union européenne va notamment limiter drastiquement l'accès de la Russie au marché des capitaux européens. La fin des exploitations des technologies cruciales figure aussi sur la liste des sanctions. L'Union européenne a aussi décidé de réduire l'accès de la Russie à des technologies cruciales en la privant des composants électroniques et des logiciels de façon à pénaliser son économie. Pour le président ukrainien, les sanctions prises par l'Union européenne ne sont pas suffisantes. Sur le plan football, la Fédération internationale de football association exclut la Russie de toute compétition internationale si la situation ne s'améliore pas. Et cette sanction est jugée insuffisante par la sélection polonaise de football qui refuse d'affronter les Russes suite à l'invasion de l'Ukraine. Le prochain match de la sélection russe se tiendront sur un terrain neutre et que l'hymne et le drapeau de la Russie seront bannis. Pour tout dire, après 4 jours d'invasion, l'Ukraine veut essayer de négocier avec la Russie, même si elle ne croit pas trop que de pourparlers prévus dimanche puissent mettre fin à l'invasion russe. Le lieu de la rencontre est Gamel, situé en Biélorussie. Le président ukrainien Zelensky s'est dit prêt à des négociations avec Moscou, mais dans un autre endroit. Rappelons que cette situation en Ukraine est également à la base du report de la visite en République démocratique du Congo du roi belge. Le périple est reporté à une date ultérieure.
Tout à fait autre chose. Hausse de prix des transports en commun à Kinshasa. La situation est intenable. Les chauffeurs des taxis et taxibus ne font aucunement montre du respect de la grille tarifaire en vigueur. La population se sent asphyxiée. Suivez ce reportage de Richard Kabea et Shadrach Kimbo. Pour circuler sur les rues de Kinshasa, il faut en avoir plein les poches, car chaque jour qui passe, les prix de transport en commun varient selon les humeurs des chauffeurs ou selon l'heure. Pour quitter Kitambo Magasin pour se rendre à Victoire par exemple, s'il faut payer 1000 francs le matin, ce n'est pas pareil pour midi ou le soir, car le prix revient respectivement à 500 francs et 1000 francs, voire 1500 francs. Cette situation se justifie par plusieurs raisons, en croire les chauffeurs. C'est à cause des embouteillages. Les prix suivent les coûts du carburant, il y a aussi des embouteillages. Pour eux, le prix du carburant doit être revu à la baisse s'il faut que ce phénomène touche à sa fin. Dans tout ceci, les principales victimes sont les passagers qui sont souvent contraints à prendre ces moyens de transport malgré le prix proposé. Ça fait mal aux gens, pourquoi? Parce que ça fait mal. Le calcul est très bien fait depuis la maison, mais tout est bouleversé en sortant. Ça déstabilise nos économies. Ça déstabilise l'économie, ça ne fait pas avancer les choses. Pas moyen de réagir quand on est dans le besoin. C'est seulement ceux qui sont dans le transport avec nous qui se retournent contre nous. On paye parce qu'on n'a pas de choix. Je ne peux pas quand même quitter la 7e rue jusqu'au rond-point Gaba. Nous allons dénoncer en cas de hausse de prix. Depuis belle lurette, une structure de prix de transport par trajet a été rendue publique, mais son application demeure un mystère à Kinshasa. Ouvrons à présent notre page des sports avec le dossier Zaoma Toutala. La Ligue nationale de football a instruit au tout-puissant Mazembe de restituer le trophée à l'ASV Club. Et l'analyste sportif Eddie Kankou salue pour sa part cette démarche de la Lina Foot. On l'écoute dans ces reportages réalisés par Lionel Ngolo. Décidément, l'affaire Zaoma Toutala n'est pas finie. Et le débat, c'est sur toutes les lèvres et qui visiblement conduit à un bras de fer entre la Ligue nationale de football et les tout-puissants Mazembe. Dans une correspondance adressée au club de Lubumbashi, la Lina Foot a donné un délai de 15 jours au Corbeau Louchois de restituer les trophées, le médaille et la cagnotte de vainqueur de la 26e édition de la Ligue nationale de football à l'ASV Club de Kinshasa. Eddie Kankou, analyste sportif, salue la lésion de la Lina Foot. Je suis pour et je soutiens la démarche de la Lina Foot que Mazembe puisse restituer à l'organisateur la cagnotte, les trophées et les médailles. Je pense que à ce niveau, Mazembe ne peut que s'exécuter. À ce niveau, Mazembe ne peut plus s'opposer. Parce que les statuts de la FECOFA le renseignent clairement que les sociétaires doivent s'incliner devant une décision prise par la CAF, la FIFA, la FECOFA et les instances subdélégataires de la fédération. Si Mazembe estime que ces droits sont violés, que Mazembe puisse saisir la FECOFA. Mais le cas échéant, Mazembe ne peut plus saisir la FECOFA parce que l'instruction vient de la FECOFA. Donc, que Mazembe puisse saisir les tribunaux arbitrales ou encore les instances extérieures parce que M. Frédéric Kitenge-Kinkumba parlait du tribunal suisse. Je pense que Mazembe est libre d'aller saisir même les anges. Mais que la plainte de Mazembe ne puisse pas faire obstruction à l'instruction de la CAF et la lettre de la fédération. La réaction côté Mazembe n'a pas tardé pour arriver. Dans une sortie médiatique le week-end dernier, le manager de TP Mazembe, Frédéric Kitenge, avait précisé que son équipe ne restituera pas le trophée à l'ASV Club de Kinshasa. Pour rappel, tout a commencé lorsque le club a aligné le joueur Zaoma Toutala alors qu'il s'avérait que ce dernier s'appellerait Zola, une situation qui a conduit la FECOFA à suspendre le club de la capitale après un recours au tribunal arbitraire de sport qui donnera finalement raison avec club. Mazembe va restituer la coupe à la SV Club ou pas? Dossier à suivre. Parlons de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tout-puissant Mazembe occupe désormais la tête du championnat provisoire du groupe C après avoir battu hier dimanche Content Sport des Garois du Cameroun au stade Kamalondo de Lubumbashi. C'était pour le compte de la 3e journée de la phase de poule. Aristote Pelli.
Dans un match très serré des deux côtés, les Corbeaux n'ont pas lâché en marquant aux ultimes minutes de la rencontre un but précieux qui leur permet de reprendre provisoirement la tête du classement avec 6 points en attendant l'autre match du groupe. L'entame a été compliqué pour les Corbeaux. La physionomie du match a changé avec les entrées effectuées par les techniciens français Franck Doumas en deuxième période. Trésor Potou, Patient Mwamba, Jean-Baleke Otos ont apporté un sang nouveau en attaque. C'est à la 86e minute de jeu sur une passe de Trésor Potou, Glodili Konza va trouver les chemins du filet, un but très important qui permet aux Anglais bertois de jubiler. Et bien voilà, force de reculer et à perdre des... Après 3 sorties en cette phase des groupes, le tout-puissant Mazembe Anglebert totalise 6 points, soit 2 victoires obtenues à domicile et une défaite concédée en Égypte face à Al-Masri. De son côté, Coton Sport des Garouak dispose de 10 points, 2 matchs nuls face à Al-Masri d'Égypte et au Toro du Congo-Brazzaville. Et en basketball, les Léopards Messieurs ont clôturé hier dimanche la deuxième fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde 2023 par une défaite de 51 contre 62 face aux Pharaons d'Égypte. Encore une fois, Lionel Ngolo. La qualification pour la Coupe du Monde basketball restait possible pour les fauves congolais. Les Léopards Messieurs de la RDC ont clôturé hier dimanche la deuxième fenêtre des éliminatoires Zone Afrique du Mondial 2023 avec une défaite 51-62 face aux Pharaons d'Égypte. Malgré cette défaite, le Congolais termine à la deuxième position derrière le Sénégal, pays hôte, devant l'Égypte et le Kenya. Il s'est rappelé pendant ce périple, les Léopards basket Messieurs ont enregistré 2 victoires sur 3 matchs joués. D'abord, ce succès contre les Lions de la Teranga du Sénégal, dont le cadre de la deuxième fenêtre allée de qualification dans le groupe D. Pono, Ebondo et Sako ont mené les Congolais à cette belle victoire en signant à chacun plus de 10 points lors de ces matchs. On note également un autre succès de Congolais contre le Harambee Stars du Kenya lors de la première fenêtre sur les scores de 66-56. Avec cette deuxième position arrachée par la République démocratique du Congo, les Léopards Messieurs vont devoir attendre le mois de juillet pour les dernières fenêtres avant d'espérer à la qualification au Japon pour le Mondial 2023. Mesdames et messieurs, je vous convie à prendre connaissance de quelques journaux parus ce matin avec Cathy Tekwe, revue de presse. Bienvenue dans cette lecture des journaux, mesdames et messieurs. Ouvrons cette revue de presse avec le vrai modérateur qui donne les détails sur les drames qui s'est produit hier dimanche à Maluku et mentionne nouveau drame sur le fleuve Congo, plus de 20 morts dans l'incendie d'une baleinière à Maluku. Nouveau drame en plein milieu du fleuve Congo, il s'agit d'une baleinière transportant du carburant qui a pris feu hier dimanche 27 février à Maluku. Des sources officielles proches de l'hôtel de ville renseignent une vingtaine de personnes auraient péri et on dénombre plusieurs blessés admis dans des centres hospitaliers sur place à Maluku. Un bilan provisoire en attendant des différents rapports des services spécialisés, mais déjà on parle d'un réchaud à gaz à bord. Le ministre provincial de l'Intérieur, Tengelito, a fait le déplacement de la commune de Maluku pour évaluer les dégâts. Il s'est de rappeler que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a eu à prolonger les moratoires sur une durée de 6 mois, soit 17 octobre 2021 au 7 avril 2022. Ce drame sur le fleuve survient après le fait qui a tué 5 membres d'une même famille dans la nuit du jeudi au vendredi 25 février sur l'avenue Zouao au quartier Matongé dans la commune de Kalam. D'après les sources sur place, l'incendie s'est déclaré vers 1h du matin dans l'appartement que la famille louait au 2e niveau de l'immeuble. Tous les membres de la famille présents dans la maison ont été retrouvés morts calcinés. Le mari, son épouse et leurs 3 garçons. Un autre enfant de la famille qui avait passé la nuit chez sa tante a échappé à ces drames. Changeons de registre avec le quotidien L'Avenir qui titre Félix Tshisekedi donne le go de la 12e conférence diplomatique.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce samedi 26 février 2022 au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa les travaux de la 12e conférence diplomatique axée sous le thème « La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix ». Le chef de l'État a ensuite exposé les grandes lignes de sa vision sur la politique extérieure de la RDC. Celle-ci consiste à redorer l'image de son pays et à lui permettre de retrouver sa visibilité internationale et à briser son isolement diplomatique. Dans le même ordre d'idées, la référence plus renchérie dans son discours d'ouverture de la 12e conférence diplomatique de la RDC, le président Félix Tshisekedi appelle les États de la sous-région à la solidarité. Dans ces colonnes, le quotidien rapporte in extenso les discours du chef de l'État. Je suis convaincu qu'il est un devoir sacré pour tout État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres et d'en minimiser les risques, a indiqué le chef de l'État Félix Tshisekedi, ajoutant qu'il est impensable qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs puisse prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition. Et surtout si ces pays servent de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. Terminons cette lecture de journaux avec l'hebdomadaire La Dépêche qui revient sur l'affaire Mointe Jet et s'exclame « L'ex-ministre Henri-Yves Moulang empêtré dans le faux ». Selon le journal, l'affaire Mointe Jet ne cesse de défrayer la chronique tant qu'il est évident que l'un des vrais actionnaires ou associés n'est autre que l'ancien ministre des Finances en la personne de Henri-Yves Moulang qui, par camouflage, donnant le nom de son fils au lieu du sien, alors que son fils n'ayant aucune expérience dans le monde des affaires, a confondu le bien de son père à une société commerciale dûment constituée. Confié le poste du directeur financier à Michel Yave, le fils héritier a fait montre d'une incompétence notoire au point de se demander s'il a fait réellement de bonnes études telles que le prétendait son père. Au journal de conclure, voulant montrer un coup fourré pour s'approprier de cette entreprise dans laquelle il ne détient que 40% des parts, s'ébutera à la finesse d'esprit de cette dame de fer qui a si vite déniché ses complots ourdis et tramés contre sa personne. De cet épisode malencontré, il appelle avec évidence que Henri-Yves Moulang n'est qu'un amateur de pacotille, empreint de la mauvaise foi et de la rancœur qui devra être poursuivi par l'inspection générale des finances pour enrichissement illicite. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Une note noire dans ce journal, la presse congolaise est en deuil. Le journaliste de la radio-télévision nationale Guillaume Koukoumamengi Panji est décédé ce lundi à Kinshasa. À cet effet, FM Télévision présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la chaîne de l'État. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Manifestation des colères des étudiants de l'UPN contre la grève des enseignants. Ils ont été violemment visités par les éléments de la police. Hausse et instabilité du prix de transport en commun à Kinshasa. La situation est désastreuse. La population est asphyxiée. Et puis en sport, dossier Zaoma Toutala, le tout-puissant Mazembe a 15 jours pour rendre le trophée de la précédente édition de la Vodacom Ligue 1 avec Club, ordre lui donné par la Linafoot. Point final à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous quittez pas, restez branchés sur nos programmes pour suivre la rubrique La Découverte.
Nous revoici sur ce plateau et c'est pour la rubrique La Découverte. Je reçois Patrick Ngouo. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir ce soir? D'abord, avant d'entrer dans le vif des sujets, je vous félicite parce que avant d'entrer dans ce plateau, je suivais votre journal. C'était très bien, il n'y avait pas de saleté. Et d'ailleurs, le mot, c'est saleté. Le mot de la découverte, c'est de ça qu'on parle, puisque en RDC, on dit salité avec un i, alors qu'il y a un e muet. Alors, on dit le mot c'est saleté. Saleté, le E est avalé parce que voilà, il n'y a pas d'accent, c'est à l'intérieur des lettres. Donc voilà, ça se prononce pas. Saleté, voilà, c'est des ordures. C'est lorsque il y a donc des choses sont sales et c'est alors disposé en désordre, on peut parler de saleté. Saleté, ça peut aussi être des paroles obscènes qu'on prononce vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Voilà, c'est des paroles sales, donc c'est la saleté. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas à chercher à la ville de Kinshasa lorsqu'on se promène. J'apprécie vos reportages, les reportages de Fifi Kaloum également. Il y a des saletés, on met en exergue la saleté à travers la ville de Kinshasa. Et il y a aussi des points qui sont propres, on ne doit pas nous éviter de le dire. Il y a par exemple le marché Gambela avec l'administrateur du marché, donc John Polisha Mukenga, qui a réhabilité, qui a mis le marché Gambela dans un état propre. Donc là, il y a absence totale de la saleté. Donc voilà, nos téléspectateurs doivent dire saleté et non salité. Voilà. Ok, merci beaucoup Patrick. Chers téléspectateurs, ne dites plus salité, mais dites plutôt saleté. Voilà. Ça n'est fini pour cette rubrique La Découverte. Le prochain numéro, c'est pour demain.